Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous politique, l'émission où les idées s'affrontent, où l'histoire éclaire l'actualité et la parole est donnée à celles et ceux qui pensent le présent avec la profondeur du passé. Aujourd'hui, nous recevons un invité particulier. Il est intellectuel, penseur engagé et héritier spirituel de l'un des plus grands esprits africains du XXe siècle. Son combat pour la souveraineté, la dignité et la renaissance africaine s'inscrit dans la droite ligne de celui du professeur Cheikh Anta Diop. Disciple assumé, il poursuit cette œuvre titanesque avec ses mots, ses actes et sa vision pour l'Afrique. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir ce dimanche Bouna Albouri Ndiaye. Monsieur Ndiaye, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Abdou Diouf. C'est un grand plaisir pour moi de venir répondre à votre invitation de cette radio si prestigieuse qui est Océan FM, qui a fini de déposer ses marques de professionnalisme, d'intégrité, d'objectivité et, disons, d'efficacité par rapport à ses prestations, par rapport à la ligne éditoriale qui est la sienne, qui s'inscrit étroitement dans une démarche en fait d'éclairage, dans une démarche d'éducation, dans une démarche d'éveil des consciences, n'est-ce pas, des auditeurs, globalement des Sénégalais. Donc c'est un plaisir énorme pour nous de venir répondre à votre invitation. Merci, tout le plaisir est pour nous. Alors, qui est Bouna Albouri Ndiaye? Pouvez-vous nous parler de votre parcours personnel et intellectuel? Merci Abdou. Vous me posez là une question assez difficile parce que tout simplement l'éducation qui est la nôtre et aussi la petite formation que nous avons nous impose une posture d'humilité et de retenue par rapport disons à notre personne. Mais c'est un devoir aussi de dire aux Sénégalais, peut-être pas totalement qui nous sommes, mais nous présenter aux auditeurs pour peut-être établir la relation que nous avons par rapport à ce dont on parle aujourd'hui. Alors, ce qui fait que nous sommes un Sénégalais, fils du Sénégal, un Africain du Sénégal, né au Sénégal, grandi au Sénégal, qui a fait ses études au Sénégal, de modestes études au Sénégal, produit du système éducatif sénégalais, dans toutes ses facettes. Nous sommes, du point de vue du titre académique et professionnel, nous sommes un professeur d'histoire et de géographie. Nous enseignons dans le moyen particulièrement. Nous avons fait des études dans le système public sénégalais. Nous avons fait des écoles primaires à Thiès, à Guédiawaye, où nous avons eu l'entrée en 6e. Nous avons fait le baccalauréat, nous sommes un produit du lycée Seydina Limamou Laye. Nous avons été victimes de l'année blanche. Nous avons été victimes souvent des grandes réformes du système éducatif. Dieu a fait que toutes les grandes réformes du système éducatif, nous les avons vécues, en bien comme en mal. Alors nous avons fait l'université. D'abord des études de droit qui n'ont pas pu s'achever parce que tout simplement nous avons été exclus de l'université pour des faits de grève en 1994 et nous avons fait le concours d'entrée à l'école normale supérieure pour aller faire la formation de professeur d'histoire et de géographie. Nous sommes
professeur LHG de lettres, d'histoire et de géographie. Alors ça, c'est le parcours professionnel. Nous sommes titulaires donc du certificat d'aptitude d'enseignement dans les collèges d'enseignement moyen, option lettres, histoire, géographie. Sinon, notre plan, nous avons eu un parcours qui nous a permis, parallèlement disons, au parcours académique, au parcours scientifique, disons, de nous donner des instruments. De nous donner des instruments qui puissent nous permettre d'appréhender un certain nombre de choses. C'est la formation politique que nous avons eue à travers le parcours qui a été le nôtre. D'abord, parcours syndical, parce que nous avons cheminé partout où il faut en tant qu'élève, dans le mouvement élève, dans le mouvement étudiant. Nous avons été parmi les dirigeants de la grande structure de l'université, la coordination des étudiants de Dakar. Mais nous avons très tôt compris et eu la chance d'abord d'avoir côtoyé sur notre chemin un homme qui s'appelle Cheikh Anta Diop. Tout à fait. Et ça très tôt, d'abord par des relations familiales. Parce que ça me pousse à vous poser cette question. À quel moment avez-vous rencontré réellement Cheikh Anta Diop? Et qu'est-ce qui vous a profondément marqué chez lui? Voilà, donc j'étais en train d'expliquer donc l'itinéraire avec Cheikh Anta Diop. J'ai dit que c'est par des relations familiales, parce que je le vois pour la première fois chez moi. Donc cousin qu'il était de mon père, avec des relations familiales très fortes, très poussées. Surtout autour d'un cousin commun, Gaïndé Fatma. Mon père étant son secrétaire particulier, a été son secrétaire particulier. Mon père, depuis la France, donc, il a connu et rencontré Cheikh Anta Diop et découvert la parenté. Il a milité d'abord dans le BMS, le premier parti de Cheikh Anta Diop, Bloc des masses sénégalaises, dans le Front national sénégalais. Et il a travaillé, il a participé donc à la naissance du RND comme sympathisant de ce mouvement. Mais c'est surtout Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma qui a renforcé ses relations avec Cheikh Anta Diop. Donc moi je le découpe la première fois chez moi. C'était vers quelle année? C'était exactement le 15 octobre 1976. Très jeune. Mais ce qui me donne la date, c'est que c'est le jour du baptême du cadet de notre famille, qui est né le 8 février 1976, donc baptisé le 15 février 1976. Alors, ce qui fait que donc, j'ai eu cette chance. Peut-être ne comprenant pas beaucoup de choses, mais plus tard, ça va créer un éveil, parce que le père avait l'habitude d'amener chez nous les tahaou, des bandes audio des conférences de Cheikh Anta Diop. Et donc nous avons baigné dans cette atmosphère. Et il est arrivé un moment où, plus conscient, la classe de 4e, de 5e, de 4e, par nous-mêmes, nous avions décidé, même sans en parler aux vieux, d'aller à la recherche des responsables du RND. Et nous avons peiné d'abord pour retrouver le responsable local du RND, qui nous a fait des tests de sérieux, en nous renvoyant, en nous donnant des documents à lire, avant d'accepter même notre adhésion, c'est-à-dire avant de nous livrer une carte du RND. Et cela, c'était au mois de juillet 1982. Donc nous sommes entrés au juillet 82, après avoir assisté pour la première fois à un meeting de Cheikh Anta Diop, où, même là, ne comprenant pas beaucoup, mais il y avait des choses qui faisaient tilt dans notre esprit. Deux choses, quand il dit que avec le fer du Sénégal oriental, on peut créer une industrie lourde. Une industrie d'armement. La sidérurgie. La sidérurgie, parce qu'il disait que les soldats de Samori même fabriquaient des fusils.
soldats yi Samori dañ daan tëggi fetal. Tout à fait. Et ça a marqué notre esprit. Ensuite, il dit qu'il y a 30 ans de cela, je disais qu'il faut reboiser parce que la sécheresse est en train d'arriver et dans 30 ans, il y aura la sécheresse. Et il disait que j'avais proposé même la construction de barrages. Donc, en Wolof, il disait que fanweeri at ak nii ma ne nañ teqatal ndox mi di ci bay noor ak nawet di ci génne dawaan muy électricité. Et il disait que maral la ngi ñëw boo xam ne il faut ñu gàttandu ko, donc la sécheresse est à nos portes, il faut s'y préparer. Donc c'est des choses prémonitoires qu'il avait lancées et qui avaient vraiment marqué notre esprit. C'est ça qui nous a poussé fondamentalement à aller faire franchir le pas qui consistait à aller intégrer le RND. Tout à fait. Et à y travailler en tant que jeune. Tout à fait. C'est pourquoi vous présentez comme un disciple de Cheikh Anta Diop. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous aujourd'hui? Oui, ça signifie que nous voulons les continuateurs de cette grande œuvre déclenchée depuis très longtemps. Depuis très longtemps, je dis depuis que Cheikh Anta Diop a créé la première formation politique. Parce que le repère doit être 1960 où il a créé le bloc des masses sénégalaises. 1963, le Front national sénégalais, et le 3 février 1967, le Rassemblement national démocratique. Le RND dans lequel nous sommes, l'œuvre politique que nous poursuivons commence à partir, du point de vue organique, commence à partir de ça. Mais son engagement politique dépasse 1960. Parce que c'est à partir de 1945, en tant qu'étudiant en France, qu'il a commencé à poser les premiers actes qui vont fonder et cimenter son engagement politique. Et donc, voilà, c'est cet héritage-là de lutte, de refus, d'engagement par rapport à l'Afrique, par rapport à l'indépendance de l'Afrique. On en parlera davantage par rapport à l'unification de l'Afrique, qui commence depuis très longtemps. Parce que Cheikh Anta Diop est un continuateur d'une œuvre de résistance, de refus, qui a commencé depuis très longtemps. Depuis que l'Afrique est en contact avec des peuples qui ont voulu le dominer, la tradition, l'histoire révèle parallèlement à cette volonté de domination venue de l'extérieur, une volonté de résistance. C'est une donnée constante dans l'histoire africaine qu'à chaque fois que l'Afrique a été visée dans des velléités de domination, il y a toujours eu cette résistance, un mouvement de résistance incarné par certains Africains, peut-être pas par tous, par certains Africains. Et donc c'est dans cette dynamique aussi que Cheikh Anta Diop va se mouler pour porter aussi un flambeau. C'est celui de la résistance africaine qu'il a hérité au Sénégal ici, dans cette tradition de lutte, de résistance, dans le milieu où il est né, dans le foyer islamo-wolof. On peut dire un Diop issu d'une famille, des familles régnantes du Cayor, mais profondément ancré, disons, dans une éducation islamique, mouride précisément, qui va faire qu'il va se montrer. Il est quelque part même héritier de cette tradition de lutte incarnée par les Lat Dior, les Albouri, par les Cheikh Ahmadou Bamba, parce que ça fait partie de ces influences, on pourra davantage en parler. Tout à fait. Et nous, la posture que nous avons, c'est une posture de continuation, de continuité par rapport à cet héritage de lutte, par rapport à cet héritage de refus, n'est-ce pas, d'engagement pour la patrie que nous avons hérité de lui et que tant soit peu que nous cherchons à perpétuer. À votre avis, quelles idées centrales de Cheikh Anta Diop restent les plus méconnues ou mal comprises dans le monde francophone ou africain? Ou africain, pardon. Oui, mal connu, mal comprise, de moins en moins. Je crois qu'à l'étape où nous sommes, l'Afrique, le Sénégal, l'Afrique est en train disons,
davantage de s'approprier de la pensée de Cheikh Anta Diop, parce que les goulots d'étranglement, ce qui empêchait, n'est-ce pas, cette œuvre d'être connue, d'être divulguée, sont en train de tomber. Ce qui fait que donc il y a un vaste mouvement, n'est-ce pas, de diffusion de sa pensée à travers des écrits, à travers ses continuateurs, à travers par la magie des moyens modernes de diffusion du savoir. Aujourd'hui, on est en train d'assister à une parfaite vulgarisation, n'est-ce pas, des grandes idées, de la pensée et des grandes idées de Cheikh Anta Diop partout en Afrique, au Sénégal de plus en plus, parce que aujourd'hui, les merveilles de la technologie nous permettent de constater que Cheikh Anta Diop est davantage connu et il est en passe de devenir le premier Africain dont la pensée est la plus diffusée. Tout à fait. Cheikh Anta Diop parlait d'un État fédéral, n'est-ce pas, africain. Alors, est-ce encore une utopie ou une nécessité pour l'Afrique actuellement? Oui, là, Abdou, vous êtes en train d'entrer dans vraiment le cœur de la pensée de Cheikh Anta Diop. Il arrive en France à l'après-guerre mondiale, dans un contexte particulier, marqué par, disons, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui ouvre de nouvelles perspectives dans les territoires coloniaux, n'est-ce pas, de l'Empire français, de l'Empire britannique, n'est-ce pas, dans cet ensemble tricontinental qu'est l'Afrique, l'Amérique et l'Asie. Un éveil de conscience qui fait qu'il y a des mouvements d'indépendance un peu partout, des velléités marquées par l'indépendance de l'Inde, par la naissance du Vietnam, 1945, la proclamation de l'indépendance, la naissance de la République populaire de Chine en octobre 1949, le déclenchement de la guerre du Vietnam, et beaucoup de mouvements, n'est-ce pas, de revendications qui commencent à voir le jour un peu partout, et précisément en Afrique, avec des événements qui booste l'éveil de conscience. Thiaroye 44 que nous avons, le massacre de Thiaroye, la grève des cheminots du Dakar-Niger de Thiès, 47-48, beaucoup d'événements, disons la révolte des planteurs ivoiriens en 49, un certain nombre d'événements qui participent à accélérer même le mouvement revendicatif vers l'émancipation. Je rappelle que c'était une prise de conscience généralisée dans un vaste mouvement qu'on devait appeler plus tard mouvement de décolonisation. Tout à fait. Je rappelle qu'au Sénégal, en Afrique francophone, la naissance en octobre 1946 du Rassemblement démocratique africain à Bamako, dont le manifeste commence à déjà poser des revendications par rapport à l'émancipation, même s'il n'y a pas encore de façon formelle la revendication de l'indépendance, donc participe à éveiller la conscience des Africains, en particulier de la jeunesse et de la jeunesse estudiantine. Cheikh Anta Diop intègre le RDA dans une perspective de lutte pour l'émancipation, et il devient le secrétaire général de l'association des étudiants du RDA et commence à faire la pression sur la direction du RDA pour aller dans le sens disons, de revendications plus nettes et plus radicales. Et c'est dans cette perspective que cette association des étudiants va créer un journal, La Voix de l'Afrique noire, où Cheikh Anta Diop va publier des articles phares où il pose pour la première fois non seulement la question de l'indépendance des États africains, mais pour la première fois, la question de la réunification de l'Afrique, de l'État fédéral. Donc, dans deux articles essentiels, le premier, c'est Vers une idéologie politique en Afrique noire, 1952, et un autre article, La lutte en Afrique noire, où il pose déjà la question de l'indépendance, et il est le seul, et là, nous le disons, en Afrique francophone, à part Ruben Oumniobé du Cameroun, il est le premier à poser la revendication de l'indépendance. Mais une indépendance qui ne doit pas s'arrêter à l'attribution des titres de la souveraineté à des anciens territoires coloniaux, mais vers l'unification de l'Afrique, l'État fédéral. Ce qui fait que donc l'État fédéral est la problématique essentielle dans l'œuvre de Cheikh Anta Diop, dans la perspective d'une renaissance africaine. Et en 1960, il pose déjà les bases de cette union fédérale
en mettant un ouvrage à la disposition des Africains où il dresse la voie vers l'unification. L'ouvrage va s'appeler « Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire » où il pose de façon nette et claire la nécessité de basculer l'Afrique sur la pente de son destin fédéral. En donnant des alertes, en donnant des signaux par rapport à l'expérience latino-américaine où, après avoir raté le mouvement d'indépendance déclenché par Bolivar pour réunifier les colonies latino-américaines, et qui a abouti à un émiettement, n'est-ce pas, de l'Amérique latine en de petits États plus ou moins insignifiants, n'est-ce pas, instables, économiquement peu viables. Cheikh Anta Diop, il dit, pour éviter donc la sud-américanisation, il faut que l'Afrique bascule dans la pente de son destin fédéral, c'est-à-dire que l'Afrique se réunifie pour créer une force et pour pouvoir compter, n'est-ce pas, sur la scène politique internationale. Donc, avant même la création de l'OIA, qui intervient le 25 mai 1963, Cheikh Anta Diop, 1960, il propose la voie de l'unification fédérale. Cela est rendu pertinent par le fait que il disait que même pour pouvoir bien nous administrer, nos colonisateurs avaient réunifié Afrique occidentale française, Afrique équatoriale française. Donc, pour pouvoir nous libérer et nous développer, il faut créer une unité fédérale qui regrouperait l'ensemble des États du continent. Cheikh Anta était un grand visionnaire. Alors, quelles sont, selon vous, M. Ndiaye, les limites ou les critiques qu'on peut faire à l'œuvre de Cheikh Anta Diop sans trahir son héritage? Les critiques, il y en a eu toujours. Il y en a toujours eu. Par des savants, par certains hommes politiques, des savants qui étaient plus ou moins déstabilisés par les thèses parce que ils ont été formés sur la base de certitudes anciennes des universités françaises. Donc ils n'ont jamais toléré, n'est-ce pas, les idées de Cheikh Anta Diop. Ils se sont toujours pris aux idées de Cheikh Anta Diop. Mais l'occasion a été donnée à plusieurs reprises, n'est-ce pas, de voir une confrontation. Parce que je rappelle que le célèbre colloque du Caire a été l'occasion pour Cheikh Anta Diop de faire face à ses détracteurs, aux plus opposés de ses thèses. Et l'histoire a tranché. Et le verdict qui est tombé, donc, qui est tombé de ce colloque, c'est que les idées de Cheikh Anta Diop n'ont pas de répondant par rapport à ces contradicteurs. Et l'UNESCO, la science officielle, de façon officielle, a reconnu les thèses de Cheikh Anta Diop comme les thèses scientifiquement valables, comme les thèses les plus acceptables du point de vue de leur scientificité et de leur rationalité. Sur un autre plan, c'est des critiques au plan politique. Par rapport à la démarche, à l'orientation politique qui était la sienne, il avait des opposants. Il avait des opposants en face de lui, il avait des opposants à côté de lui. Parce que quand Cheikh Anta Diop parlait de panafricanisme, de nationalisme, quand il parlait de réunification de l'Afrique, d'autres parlaient de révolution prolétarienne, n'est-ce pas, d'internationalisme. Et aujourd'hui, les faits ont montré que c'est Cheikh Anta Diop qui a raison par rapport à tous ceux qui le critiquaient. Et ses plus grands détracteurs au plan politique l'ont rejoint sur le plan des idées politiques, en adhérant au panafricanisme, en adhérant aux idées de renaissance, de nationalisme, n'est-ce pas, de souveraineté, etc. Ok. Histoire, mémoire et réappropriation. Alors, quel rôle joue l'histoire dans la construction de la conscience politique des peuples africains? Oui, Cheikh Anta Diop a dit que l'histoire et la langue sont les repères quasi absolus de l'identité d'un peuple. Un peuple sans histoire est une population sans âme, un agrégat d'individus sans âme. L'histoire est le ciment. L'histoire est le ciment de l'unité nationale qui réunit les individus d'un peuple. Un peuple est soudé par les joies et les peines vécues durant toute sa trajectoire. Tout à fait. Et c'est ça qui donne à l'histoire cette portée scientifique, cette portée universelle qui donne au peuple, n'est-ce pas, des leçons de
par rapport à leur passé, mais en même temps des leçons par rapport à l'avenir. Donc l'histoire permet à un peuple de se découvrir en tirant les leçons du parcours, sur les bonnes actions, sur les mauvaises actions, pour pouvoir maintenant dresser, avoir des éclairages qui permettent de tracer, n'est-ce pas, des nouveaux chemins vers le futur. Donc, on ne peut pas construire une nation en niant son histoire. On ne peut pas construire une nation en ne se fondant pas ou en ne donnant pas à l'histoire, n'est-ce pas, toute la place qui est la sienne dans la construction de la conscience nationale. Tout à fait. Alors, vous parlez souvent de réappropriation historique. Cela passe-t-il uniquement par l'enseignement ou faut-il aller plus loin? Oui, la réappropriation de l'histoire, ça doit être l'affaire de tout le peuple. Mais c'est par l'éducation qu'il faudra le faire. Parce que nous crions toujours sur la nécessité de réformer le système éducatif, non seulement sénégalais, mais africain, pour recentrer l'enseignement des sciences humaines globalement sur les problématiques africaines, les humanités africaines. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, au regard des programmes actuels, bâtir, n'est-ce pas, des Sénégalais conscients, n'est-ce pas, de leur passé, connaissant leur passé et conscients des enjeux de l'avenir et du futur. Si on ne leur enseigne pas l'histoire, la trajectoire, n'est-ce pas, que l'Afrique, que les pays africains ont fait pour pouvoir, n'est-ce pas, faire émerger le nouveau type d'Africain bâtisseur de nations. Je donne de façon concrète l'exemple du Sénégal. Dans le système éducatif sénégalais, je donne ceux qui sont nés, disons, de 1960 à nos jours. Ceux qui ont fait l'école de 1960 à nos jours, jamais dans le cursus éducatif et dans les programmes, l'histoire du Sénégal de 1960 à nos jours, cette histoire-là qui a forgé, n'est-ce pas, le visage démocratique du Sénégal actuel. Nulle part, vous et moi, nous n'avons appris, n'est-ce pas, les réformes senghoriennes, l'évolution politique, le passage du parti unique au multipartisme, les luttes syndicales, les réformes économiques, l'organisation politique et administrative du Sénégal, pour pouvoir avoir une idée nette du parcours que le Sénégal a fait pour aujourd'hui avoir cette démocratie, n'est-ce pas, qui est une des démocraties les plus exemplaires d'Afrique. Qu'est-ce qui a été à l'origine? Quelles ont été les peines, les sacrifices qui ont été menés par les uns et les autres pour nous donner la possibilité, si le peuple le veut, de changer d'équipe gouvernementale, de changer de président, de changer de dirigeant. D'avoir ce résultat-là. D'avoir ce résultat. D'avoir une avancée démocratique par rapport aux autres pays. Par rapport aux autres pays. D'où ça nous vient, comment nous l'avons obtenu. Tout à fait. Le système éducatif ne l'enseigne pas. Pendant ce temps, alors que on nous enseigne pour la même époque des choses qui se sont passées ailleurs. Alors que de grandes choses. Le marxisme-léninisme. On parle de guerre froide. On parle de conflit israélo-arabe. C'est actuel. Mais on parle de la guerre des 6 jours. On parle de septembre noir. Pendant que au Sénégal, en ces périodes précises, il y avait de grandes choses qui se passaient, des luttes qui étaient menées pour acquérir, n'est-ce pas, un système démocratique performant. C'est dire donc qu'il faut revoir les contenus d'enseignement. Il faut revoir les contenus d'enseignement et même l'histoire de la colonisation. Il faut redéfinir les concepts parce que c'est contre, Jean-Claude a dit que c'est contre toute une terminologie qu'il faut s'en prendre. Donc l'Afrique souffre-t-elle d'un complexe hérité de la colonisation ou d'une amnésie volontaire? Comment en sortir? En fait, ce n'est pas un complexe, mais on a du mal à se libérer même de la manière même de nommer les choses. Parce que dans un conflit, dans un conflit colonial, à terme, il y a un colonisé et un colonisateur. Mais dans cette histoire-là, si les choses, on les nomme à partir du dominateur,
Ça veut dire que mentalement, on ne s'est pas encore libéré. On parle de colonisation. Il ne s'agit pas d'une colonisation, c'est une invasion. L'Afrique a été envahie. Les envahisseurs, les envahisseurs. Hein? L'Afrique a été envahie, donc il faut parler de l'invasion européenne en Afrique. Okay. Il faut que, par nous-mêmes, nous définissions les concepts par rapport à la position que nous avons dans cette affaire. Mais si on parle comme nos dominateurs parlent, ça, on restera des dominés. Et ça aussi, ça pose quel autre problème? C'est le problème essentiel, n'est-ce pas, du médium, de la langue. Dont il faut se libérer. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui bâtir une Afrique nouvelle, bâtir un Sénégal nouveau, si l'on veut, parce que si on veut être réellement indépendant, être souverain, il faudrait nous approprier de nos langues nationales. Parce que, Cheikh Anta l'a dit, le développement, la démocratie, la libération ne peuvent se faire que par l'appropriation, l'utilisation de nos langues, des langues africaines et des langues sénégalaises. Parce que la souveraineté, l'indépendance nationale, tant qu'on utilise la langue étrangère, on est sous la domination, ne serait-ce que mentale, n'est-ce pas, des locuteurs premiers de ces langues. Ce qui fait qu'il faut, dans le cadre de cette volonté de libération, nous départir des langues européennes. Les utiliser peut-être à l'international pour pouvoir communiquer, mais dans le cadre de l'appropriation du savoir, dans le cadre de l'appropriation de notre histoire et de notre identité, nous devons utiliser nos langues nationales. Tout à fait. En quoi la souveraineté, au sens où l'entendait Cheikh Anta Diop, est-elle encore un combat aujourd'hui? Oui, parce que tout reste à faire. Tout reste à faire. Il faut se libérer mentalement, il faut se libérer moralement. Il faut se libérer culturellement d'abord, parce que c'est par la culture qu'il faut préserver son identité. Et tant que nous sommes gouvernés par la langue étrangère, on est sous la domination. C'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Tout à fait. Et Cheikh Anta Diop a dit qu'on ne peut pas se prétendre indépendant si on utilise la langue d'autrui, si on utilise la monnaie d'autrui, une monnaie sous tutelle. Donc la question de la souveraineté, elle est globale, elle est intégrale. Alors donc, que répondez-vous à ceux qui disent que l'Afrique est politiquement indépendante, mais économiquement dépendante? Elle est économiquement dépendante, je dis même qu'elle est même politiquement, elle n'est pas indépendante. Nous avons les symboles de la souveraineté, les attributs de la souveraineté, mais en réalité, pour être politiquement indépendant, il faut avoir la capacité, n'est-ce pas, de conduire ces politiques publiques, la capacité de décider de ses choix et de ses orientations. Et cela, nous savons que concrètement, il y a des forces centrifuges qui tirent vers le bas pour refuser à l'Afrique, pour refuser au Sénégal, n'est-ce pas, d'aller de l'avant. Parce que jusqu'ici, il y a des éléments essentiels de la souveraineté que nous ne maîtrisons pas. C'est la langue, c'est la langue, c'est la monnaie, c'est même l'éducation. La monnaie, alors c'est même l'éducation. L'éducation, tout à fait. Oui. Alors pour la monnaie, comment sortir du franc CFA alors sans plonger dans une instabilité monétaire? Avez-vous un plan ou une vision alternative? Non, alors il y a des positions pour sortir du franc CFA. Nous disons que nous devons sortir du franc CFA, mais pour avoir une monnaie africaine, pas une monnaie nationale. Notre option, c'est une monnaie africaine, une monnaie au moins ouest-africaine. Okay. C'est la seule viable, parce que les petites monnaies, c'est difficile de les promouvoir si on n'a pas un certain niveau de développement. Ce qui fait que pour pouvoir se donner de la force, il faut intégrer économiquement l'économie africaine, ou tout au moins ouest-africaine, pour pouvoir se donner une monnaie ouest-africaine et plus tard une monnaie africaine. Ok. Alors, l'élite africaine actuelle est-elle à la hauteur des défis du continent? On a l'impression que la plupart ne comprennent pas. La plupart de ces élites-là ne comprennent pas les véritables enjeux du continent. C'est d'abord une appropriation de son moi.
faire développer l'estime de soi, faire confiance en ses capacités à maîtriser, à conduire son destin en dehors de toute influence. Cela passe par l'acceptation. Aujourd'hui, l'acceptation, n'est-ce pas, de l'appropriation de la pensée de Cheikh Anta Diop et des pensées similaires, c'est-à-dire de cette volonté, n'est-ce pas, d'aller de l'avant, de cette volonté d'établir une souveraineté totale sur le destin africain, pour pouvoir créer les conditions vraiment d'un développement du continent, pour pouvoir créer les conditions de la renaissance africaine. Il faut s'approprier, n'est-ce pas, cette grande idée de souverainisme, cette grande idée d'indépendance africaine, cette grande idée de renaissance africaine, et se libérer des tutelles, des tutelles étrangères. Des Occidentaux, des Occidentaux particulièrement, parce que il y a des franges importantes dans ces élites qui pensent que l'Afrique ne peut pas se développer sans l'Occident. On ne dit pas de créer une rupture totale avec l'Occident, mais de créer les conditions pour traiter d'égal à égal avec ces pays. Tout à fait. Il nous faut un partenariat gagnant-gagnant. Absolument, un partenariat gagnant-gagnant, tel que prôné par le régime actuel, qui fait que on établit un partenariat sur la base de la transparence, sur la base d'un intérêt commun, mutuellement, disons, organisé, pour que l'Afrique sorte de cette situation de dépendance et d'assistance, n'est-ce pas, dans laquelle nous sommes jusqu'à présent. Alors, avez-vous l'impression que cette élite s'est détournée des préoccupations du peuple? Si oui, pourquoi? Non, je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire. Peut-être il y a plus une peut-être méconnaissance des enjeux, je ne devrais pas le dire, mais peut-être une non-acceptation des évidences. C'est que jusqu'ici, les voies tracées, il faut accepter, disons, le recentrage. Le recentrage de la vision du développement. C'est ça qu'il faut faire. Pour pouvoir réorienter les politiques africaines, n'est-ce pas, le futur africain, dans le sens, n'est-ce pas, voulu par le peuple, dans le sens de l'intérêt des peuples africains. C'est-à-dire être conscient et convaincu, persuadé du fait que seule l'unité est gage, n'est-ce pas, de souveraineté, seule l'unité est gage de progrès et de développement. Tout à fait. Alors, peut-on concilier ambition personnelle et engagement pour la cause panafricaine? Non, ça c'est clair que c'est inconciliable. Il faut accepter les sacrifices, le don de soi. Il faut reléguer au dernier plan, n'est-ce pas, le moi. Parce que le moi, il est haïssable, il est négatif. Et c'est l'ego surdimensionné qui a conduit certains à des dérives les plus extraordinaires que nous avons connues en Afrique. Il faut se dissoudre dans cette conscience populaire, dans cette conscience nationale, se prendre comme un point, ou bien comme un seul élément dans un ensemble, et même quel que puisse être, n'est-ce pas, le niveau de responsabilité, savoir que devant il y a que devant nous il y a eu des gens et derrière nous il y aura des gens, et que on est un point dans la marche de l'histoire. Ne pas se donner, n'est-ce pas, une dimension qui rend parfois fou et qui mène vers le despotisme. Alors, le panafricanisme a-t-il encore une chance de s'imposer face à la fragmentation des États africains? C'est la seule voie de salut. Et les évidences sont là, parce que 60 ans de vie africaine ont fini de montrer l'inefficacité de cet éclatement, de cet émiettement. On peine toujours à se développer. On est dans la mendicité internationale. Okay. On est dans l'instabilité politique, dans l'instabilité militaire. On est dans le sous-développement, on est dans l'assistance alimentaire. Et aujourd'hui, l'évidence est que
tant qu'on ne bascule pas dans l'unité à travers le panafricanisme pour pouvoir créer les conditions d'émergence, n'est-ce pas, du continent, on restera dans l'enfer africain dont parlait Cheikh Anta Diop, parce que en 1960, il a dit: si vous ne réalisez pas la fédération, vous vivrez l'enfer sur cette terre d'Afrique. Et aujourd'hui, les jeunes qui prennent les pirogues pour braver l'océan Atlantique ou qui marchent dans le désert, parce qu'ils vivent l'enfer chez eux et qu'ils voudraient s'en sortir. C'est pourquoi Barça et Barsakh, 50% de chance pour arriver sur les côtes européennes, 50% de chance pour sombrer dans l'océan Atlantique. C'est un jeu de quitte ou double, parce que c'est l'enfer qui est derrière. Et cela est dû au fait que nous avons des micro-États non viables et non fiables qui vivent sous perfusion et qui ne sont pas capables, n'est-ce pas, de répondre aux aspirations du peuple, qui ne sont pas capables de satisfaire les besoins primaires même des populations. Qui ne sont pas capables de satisfaire les besoins primaires des populations. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons Bouna Albouri Ndiaye, qui est professeur d'histoire-géographie, mais également secrétaire général intérimaire du RND. Monsieur Ndiaye, face à la Chine, à la Russie, à l'Europe et aux États-Unis, comment l'Afrique peut-elle défendre ses intérêts stratégiques? Oui, je dois donc, par rapport aux camarades du parti, préciser que c'est dans les éléments de biographie qu'on a mis secrétaire général intérimaire. Ça, c'était la période du 18 novembre 2022 au 24 septembre 2024. Tout à fait. 2023. Et que depuis le 24 septembre 2023, le comité directeur extraordinaire, érigé en congrès, a élu une nouvelle direction que je dirige. Donc, ce n'est plus secrétaire général intérimaire, mais secrétaire général élu du Rassemblement national démocratique. Et ça, c'est clair. Voilà, par rapport à ce qu'ils l'ont fait. Voilà, c'est ça. Oui. Alors, je reprends la question. Oui, allez-y. Face à la Chine, à la Russie, à l'Europe et même aux États-Unis, alors, comment l'Afrique peut-elle défendre ses intérêts stratégiques? Par l'unité, simplement. Par l'unité, pour avoir une capacité de négociation assez consistante qui permet aujourd'hui, parce qu'on est en train de fausser le débat. On réclame un siège au Conseil de sécurité, alors que nous sommes divisés. Donc peut-être pour l'Union africaine, alors que l'Union africaine, il y a une direction, il y a une rotation, un système de rotation dans la direction. Je pense que le plus pertinent, c'est d'aller vers l'unité. Si l'Afrique s'unit, naturellement, il aura un droit de veto. Si l'Afrique s'unit, il a une capacité de négociation plus importante et qui lui permettra de pouvoir faire face à ces géants, n'est-ce pas, de l'économie mondiale. Mais tel que nous sommes, nous ne pouvons qu'être à la merci de ces grandes puissances. Que pensez-vous des mouvements politiques récents en Afrique de l'Ouest? S'agit-il d'un sursaut souverainiste ou d'un repli autoritaire? Oui, je pense que c'est le souverainisme qui est en train de gagner du terrain. Parce que l'Afrique a traversé des décennies de vie avec une certaine conception de la gouvernance, avec une certaine conception des rapports avec l'extérieur, conception qui est en train de changer donc, par une nouvelle génération qui réclame plus qui se proclame plus fière, plus attachée à l'Afrique, plus attachée aux valeurs fondamentales, n'est-ce pas, du continent, c'est-à-dire cette volonté, n'est-ce pas, d'émerger, cette volonté d'affirmer son identité, d'affirmer son indépendance. Et cela est le fruit du travail de Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, Ahmed Sékou Touré, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, donc qui ont ces grands révolutionnaires, des grands patriotes africains, panafricanistes qui ont montré la voie. Et maintenant, la jeunesse africaine est en train de s'approprier, n'est-ce pas, de ces idées, ce qui fait que ce sont des mouvements
souverainistes qui apparaissent en trouvant sur le terrain des mouvements qui ont toujours, comme le nôtre, qui ont toujours prôné, disons, cette idéologie, cette orientation, et qui fait que il y a un recul du néocolonialisme en Afrique, c'est clair. La tendance, c'est une nouvelle conception de la gouvernance, une nouvelle conception des rapports avec le monde extérieur qui est en train de s'imposer partout en Afrique. Okay. Alors, parlons un peu parce qu'on ne peut pas terminer cette émission sans parler des relations entre Senghor et Cheikh Anta Diop. Senghor et Cheikh Anta Diop incarnaient deux visions opposées de l'Afrique post-coloniale. À votre avis, quelles étaient les principales divergences idéologiques entre ces deux figures? Oui, c'est tout un océan qui les sépare du point de vue de leur conception de l'Afrique. La position de Senghor par rapport au référendum de 1958, révélé par Mamadou Dia, par les écrits de Senghor, qui montrent que Senghor pense que le Sénégal devait être dans un ensemble avec les autres pays africains qu'il a appelé l'Eurasie, montrant que le Sénégal, l'Afrique doit se coller à l'Occident, alors que Cheikh Anta Diop, depuis au début des années 1950, il a tracé la voie de la rupture, de l'indépendance des États africains et de la réunification des États africains. Donc, deux conceptions radicalement opposées par rapport à la conscience africaine. Pour Senghor, l'Afrique devrait être à la remorque de l'Europe. C'est clair, il l'a dit, il l'a théorisé et il l'a pratiqué. Parce qu'il a eu un moment l'initiative historique, la capacité d'agir. Et on a vu dans quel sens il a agi, dans le sens de maintenir le Sénégal dans le giron français. C'est tout le contraire de ce que Cheikh Anta Diop voulait, c'est-à-dire une rupture avec l'ancienne colonie, et une réappropriation de son destin et une réunification du continent africain sur la base d'États indépendants, libres et démocratiques, devant construire une fédération des États africains. Voilà donc la conception de Senghor. Senghor, c'était la négritude des chants, des danses, la négritude de l'émotion, alors que Cheikh Anta Diop, c'était le panafricanisme, la renaissance africaine, la renaissance culturelle, politique et scientifique de l'Afrique. D'ailleurs, c'est cette question-là que j'allais vous poser. Pourquoi, selon vous, Senghor a-t-il autant marginalisé Cheikh Anta Diop dans la vie politique et académique sénégalaise, alors même que Diop jouissait d'une reconnaissance intellectuelle internationale? Oui, c'est ça. Deux niveaux. Au niveau individuel, Senghor est un grammairien, parmi les premiers instruits. Donc, c'était facile pour lui, disons, d'être gêné par de jeunes intellectuels qui poussaient et qui avaient d'autres perspectives scientifiques. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu plus ou moins une brimade, ou bien un blocage de certains intellectuels qui n'avaient pas accepté de travailler avec lui, qui n'étaient pas dans son giron. Tout à fait. Sinon, ça, c'est le niveau individuel. Et c'est plus ou moins même acceptable parce qu'on dit que Brom Kham Kham des filles, des six. Tout à fait. Bon, c'est pas très méchant parce que c'est la nature humaine. Mais sur un autre plan, plus fondamental, c'est que l'orientation de Cheikh Anta Diop, les écrits de Cheikh Anta Diop n'arrangeaient pas la France-Afrique. Cheikh Anta Diop était un obstacle, disons, à la mise en œuvre des plans senghoriens, des plans de domination, n'est-ce pas, que la France avait installés à l'après-indépendance. Et Cheikh Anta Diop étant un éveilleur de conscience, il gênait même, n'est-ce pas, la mise en œuvre, n'est-ce pas, du système néocolonial. Et cela s'est manifesté depuis sa thèse, juste après sa thèse, dans le rapport de thèse. On avait bien signifié
qu'il ne devait pas enseigner dans les universités des ex-colonies françaises, parce que c'était dangereux. Parce que c'est un éveil de conscience. Et c'est pourquoi Senghor s'est attelé à cette mission d'empêcher Cheikh Anta Diop de briller, d'empêcher Cheikh Anta Diop, n'est-ce pas, d'enseigner à l'université. Et là, il faudrait rendre à César ce qui lui appartient. C'est Abdou Diouf, dont on vient de célébrer les 90 ans, qui a été celui qui va permettre à Cheikh Anta Diop d'enseigner à l'université à travers un décret qui lui attribue le titre de professeur pour lui permettre d'enseigner à l'université. Je vais revenir tout à l'heure sur Abdou Diouf et Cheikh Anta Diop. Alors, avec le recul, pensez-vous que l'histoire a donné raison à Senghor ou à Cheikh Anta Diop dans leur vision de l'Afrique et de son avenir? Oui, je pense que c'est Cheikh Anta Diop qui a vu sa pensée triompher. Okay. Parce que, comme je l'ai dit, l'expérience africaine de 1960 à nos jours a fini de montrer la justesse et la pertinence de l'option fédéraliste de Cheikh Anta Diop, de l'option unitaire de Cheikh Anta Diop. Les voies prises par les États africains n'ont pas donné de résultats. Et que donc, les alertes que Cheikh Anta Diop avait données par rapport à un risque d'éclatement, ces alertes-là se sont avérées justes. Et donc, la misère, l'incapacité des États à vivre, leur insécurité chronique, leur faiblesse au plan économique, montre que Cheikh Anta Diop avait raison en 1960. Et que donc c'est sa vision vers une unité fédérale qui est celle-là qui est la juste, parce que seul l'État fédéral est viable, et que donc c'est un triomphe intellectuel, un triomphe scientifique, un triomphe international de la pensée de Cheikh Anta Diop par rapport à l'option de Senghor et Houphouët-Boigny. Tout à fait. Alors, maintenant parlons de Abdou Diouf et de Cheikh Anta Diop, leurs relations. Comment le président Abdou Diouf a-t-il perçu l'héritage intellectuel et politique de Cheikh Anta Diop dans les politiques éducatives ou culturelles du Sénégal? Oui, à la vérité, il faudrait reconnaître trois choses avec Abdou Diouf par rapport à Cheikh Anta Diop. Okay. Par rapport à Senghor. Comparativement à Senghor. Comparativement à Senghor. Okay. Senghor avait fait l'option de bloquer Cheikh Anta Diop intellectuellement et politiquement. Il a refusé de reconnaître le RND jusqu'à son départ. Le RND a déposé ses statuts le 3 février 1976. Senghor a réformé la Constitution pour empêcher au RND d'être reconnu. C'est le système des trois courants et plus tard des quatre courants qui imposait, n'est-ce pas, disons, une orientation idéologique aux formations politiques qui voulaient se faire reconnaître. Sachant que Cheikh Anta Diop ne pouvait pas accepter aucune de ces idéologies parce que c'est un nationaliste panafricaniste, donc son parti c'était un rassemblement. Il a créé, Senghor s'est barricadé contre la reconnaissance du RND. Ce qui fait que jusqu'à son départ, le 31 décembre 1980, le RND n'était pas reconnu, était un parti illégal, mais qui agissait au grand jour parce qu'il avait le bon droit. Parce qu'au moment où nous déposions les statuts, le 3 février, la Constitution du Sénégal admettait le multipartisme. Par la suite, il a réformé la Constitution pour empêcher au RND d'être reconnu. Abdou Diouf arrive en 1er janvier 1981. Il annonce le multipartisme intégral. Le 18 juin 1981, le premier parti qui reconnaît, c'est le RND. Okay. Le premier parti à bénéficier du multipartisme, c'est le RND. Abdou Diouf, le Rassemblement national démocratique. Abdou Diouf se pliant tout simplement à une évidence parce que le RND était une réalité politique. Première chose. Deuxième chose, il va être celui qui va donner à Cheikh Anta Diop ce que Senghor lui refusait, c'est-à-dire la possibilité d'enseigner à l'université de Dakar. Et par un décret, il va donner à Cheikh Anta Diop le titre de professeur, parce que la mention qu'on lui avait collée lors de sa soutenance en 1960 l'empêchait d'enseigner à l'université. Et c'était fait à dessein. Okay. Parce qu'on voulait qu'il ne prenne pas compte, qu'il ne soit pas en contact avec la jeunesse africaine. Donc Abdou Diouf va l'intégrer à l'université, il va y enseigner pendant 6 ans au département d'histoire.
Deuxième chose. Troisième chose, après la mort de Cheikh Anta Diop en 1986, en 1987, au premier anniversaire de sa disparition, Abdou Diouf donne le nom de l'université de Dakar à Cheikh Anta Diop. Donc 3 éléments, n'est-ce pas, qu'on doit attribuer en toute honnêteté à Abdou Diouf, qu'il a fait en direction de Cheikh Anta Diop et de son parti. Y avait-il un dialogue ou une forme de respect mutuel entre Abdou Diouf et Cheikh Anta Diop, malgré leurs positions différentes? Oui, je pense que l'arrivée de Abdou Diouf, je ne dis pas saluer, mais la personne d'Abdou Diouf, Cheikh Anta Diop a fait un bon témoignage sur Abdou Diouf par rapport à sa stature, par rapport à ses qualités morales, parlant de politesse, de correction, que tout le monde lui reconnaissait. Cheikh Anta Diop a fait un témoignage qui va même porter préjudice au RND parce qui ne va pas plaire à certains des militants du RND. Et il y en a même qui quitteront à partir de ça parce qu'on dit que Cheikh Anta Diop maintenant a plus ou moins viré ou bien il a mis de l'eau dans son vin. Donc a priori, Cheikh Anta Diop avait un bon préjugé sur Abdou Diouf. Okay. Abdou Diouf témoigne dans son ouvrage, dans ses mémoires, il se voit et Abdou Diouf sollicitait ses conseils de temps à autre. Mais c'est la très 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 mauvaise expérience des élections de 1983 qui va créer le fossé entre les deux hommes. Parce que les élections de 1983 ont été catastrophiques parce que ce n'étaient pas des élections, vote multiple, bourrage d'urnes. C'était les premières élections d'Abdou Diouf. Et c'est ça qui va faire que Cheikh Anta Diop va refuser même de siéger à l'Assemblée nationale à cause de l'immensité des fraudes notées lors des élections de 1983. Et cela, je sais que va gâter les relations entre Diouf et Cheikh Anta Diop. Tout à fait. Alors, engagement personnel et projet politique. Ma toute dernière question, parce qu'il nous reste que 2 minutes. Enfin, M. Ndiaye, quel est votre combat personnel aujourd'hui? Portez-vous une vision politique concrète pour demain? Si oui, sous quelle forme? Mouvement, parti, action culturelle ou autre? Oui, moi je suis le 4e secrétaire général du Rassemblement national démocratique. J'ai remplacé le professeur Madior Diouf qui a remplacé le professeur Eli Madior Diofal. Et le professeur Eli Madior Diofal a remplacé le professeur Cheikh Anta Diop. Donc, je porte sur mes épaules l'héritage politique de Cheikh Anta Diop, le parti qu'il a créé, parce que Cheikh Anta Diop a laissé derrière lui une famille biologique, une œuvre scientifique, une maison et un parti. Et je suis l'héritier politique qui porte donc sur mes épaules ce parti. Donc, ma vision, mes ambitions, mon option, tout cela s'incarne, n'est-ce pas, dans le parti politique que je dirige, parti politique que je n'ai pas fondé, qui ne m'appartient pas, qu'on m'a légué. Et ma mission, c'est de faire en sorte que ce parti se relève, que ce parti dont on va célébrer le cinquantenaire de la naissance le 3 février 2026, l'année prochaine, c'est pour bientôt le cinquantenaire, que ce parti-là, après le parcours qui a été le sien, ce parti-là puisse, n'est-ce pas, se relever et gagner en lettres de noblesse, gagner en sympathie et se hisser, n'est-ce pas, parmi les plus grands partis de ce pays, pour pouvoir diffuser la pensée de Cheikh Anta Diop et pour pouvoir créer les conditions de la matérialisation et de la mise en œuvre de la pensée politique de Cheikh Anta Diop. Merci. Alors, on est pratiquement arrivé à la fin de cette émission. Il nous reste 1 minute simplement. Votre dernier mot, M. Ndiaye. Oui, le dernier mot, c'est de faire appel à tous les Sénégalais en leur disant que un homme
est né au Sénégal. Il a vécu au Sénégal et il a vécu d'une manière utile pour le Sénégal. Cet homme, c'est Cheikh Anta Diop, qui toute sa vie s'est battu pour le Sénégal, toute sa vie a contribué à élaborer des idées d'émancipation pour le continent, pour le Sénégal. Son héritage, c'est le Rassemblement national démocratique qui porte, n'est-ce pas, sa pensée politique et qui travaille aujourd'hui à restaurer cette pensée, à la diffuser, à la renforcer. Et l'appel, c'est en direction de tous les Sénégalais, de tous les Africains, pour s'approprier la pensée de Cheikh Anta Diop, pour s'approprier l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Et le RND est le cadre idéal pour cette appropriation et le cadre idéal pour, n'est-ce pas, la mise en œuvre de ce programme politique que Cheikh Anta Diop a mis au service du Sénégal et au service de l'Afrique. 100%, émission 100% Cheikh Anta Diop. Voilà qui met fin à notre émission politique de ce jour. Nous remercions chaleureusement notre invité, M. Bouna Albouri Ndiaye, secrétaire général du Rassemblement national démocratique RND, pour sa disponibilité, ses éclairages et sa vision sur les grands enjeux qui traversent notre pays. À travers ces propos, c'est une voix politique qui s'est exprimée avec clarté et conviction au service d'un débat républicain que nous voulons toujours plus ouvert, plus respectueux et plus constructif. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. À très bientôt pour une nouvelle émission. Merci, M. Ndiaye. Merci beaucoup, M. Abdou Diouf. Merci bien. Merci.